Vie de famille. Plus de 270 000, c'est le chiffre effrayant des victimes de violences conjugales enregistrées par les forces de sécurité en 2023 d'après le ministère de l'Intérieur. Comme chaque année, la très grande majorité des victimes sont des femmes, 85%, alors que les mises en cause sont le plus souvent des hommes, 86% d'après les mêmes sources citées. Ces données sont sous-estimées puisque les victimes enregistrées par les services de sécurité ne représentent qu'une partie des personnes ayant subi ce type de violence. Après avoir évoqué le délicat sujet des violences intrafamiliales dans une précédente émission, cette fois-ci dans Vie de famille, nous allons faire un focus sur ce qui se passe dans les violences conjugales. Ce sujet grave, mais ô combien trop présent dans notre société, nous conduit à des sentiments partagés, des oscillations entre espoir et désespoir. Nous avons la chance d'accueillir une nouvelle fois dans le studio Manuela Braud, psychologue, chercheuse en sciences de l'éducation et experte du concept de résilience. Cette émission est présentée par Isabelle Boulan. Bonjour Manuela. Donc je vous ai déjà un petit peu présenté, mais ce concept de, ces violences conjugales, vous en voyez beaucoup dans votre cabinet. Mais effectivement, vu que j'accompagne les processus de résilience, alors je redonne la définition de la résilience, c'est le rebond avec le trauma, c'est une fois qu'on est confronté à l'adversité, qu'on a connu un traumatisme, c'est comment, ce qu'on va mettre en œuvre pour rebondir dans la vie et s'autoriser un avenir meilleur, voire heureux. Donc effectivement, à ce titre-là, j'ai accompagné bon nombre de femmes qui ont vécu malheureusement la violence conjugale. Oui, tout en sachant que le concept de résilience, c'est à manier avec précaution, ça ne marche pas forcément à tous les coups, mais on va en parler après. Et au fait, qu'est-ce que c'est des violences conjugales ? Qu'est-ce qu'on dit ? Enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot ? Oui, alors il y a beaucoup de définitions. En tout cas, moi, les aspects sur lesquels j'ai envie de revenir aujourd'hui, qui sont peut-être méconnus, de un, c'est que ça peut toucher un public très jeune. C'est que j'ai de plus en plus de jeunes femmes qui m'en parlent et des grandes ados. Et parfois, elles ne se reconnaissent pas dans la thématique des violences conjugales parce qu'elles ont 16 ans. Donc oui, c'est important de dire que ça les concerne. De deux, il y a aussi la forme des contraintes économiques qui est rarement citée. Les contraintes économiques de ne pas avoir accès, quand on est en couple, au conjoint, à la carte bleue, c'est une violence conjugale, ouais. C'est important de le rappeler. Et troisième élément qui n'est pas assez redit, à mon avis, je trouve, c'est les ex-conjoints, les ex-petits copains. Un ex-petit copain, c'est de la violence conjugale quand il vous harcèle ou quand il vous menace. Oui, autrement dit, dans la configuration conjugale, ça peut être des couples qui cohabitent ou non, ça peut être des couples qui sont mariés ou non, ça peut être des relations épisodiques ou non, ça peut être pendant la relation, ça peut être au moment de la rupture ou alors ça peut être après la fin de cette relation. Et ça, c'est important à dire aux auditeurs. Exactement. Donc en fait, c'est un spectre assez large. Si on revient aux caractéristiques de ces violences, vous avez dit que les violences économiques, c'était quelque chose qu'on oublie parfois. Est-ce que vous auriez des exemples de violences économiques c'est quoi exactement une violence économique ? Alors, ça peut paraître abstrait, en fait. Oui, et ça peut ce que je repère le plus souvent, c'est aussi l'empêchement d'accéder à une forme d'autonomie financière ou par exemple, d'accéder à une capacité financière supérieure. Et ça peut, par exemple, c'est un conjoint ou un copain qui va dire à sa copine « Non, abandonne la fac, t'as pas besoin de ton diplôme. De toute façon, moi, je vais travailler. » Histoire de commencer à l'isoler aussi financièrement. Et après, c'est dire, de toute façon, c'est toi, t'as pas d'argent, c'est moi qui travaille, c'est moi qui gagne donc c'est mon argent. Donc, pouvoir de l'argent sur l'autre, en fait. Effectivement, le pouvoir de l'argent sur l'autre. Et puis surtout, empêcher l'autre d'accéder à une autonomie, ça c'est déjà en train de la refermer. Et puis, de ne pas accéder à un emploi, c'est aussi accéder à moins de personnes autour de soi au cas où un jour on voudrait partir. Donc, c'est l'isolement, il est économique, il est relationnel, il est professionnel. Et bien sûr, il y a les violences physiques, violences sexuelles, violences psychologiques. Ça peut être aussi des violences verbales. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on appelle les violences sur Internet, les cyber-violences.
Voilà. Et les caractéristiques, on dit que ces agressions, ça peut être un peu toutes les formes, ou alors c'est souvent qu'une de ces formes que vous avez citées? Alors, les formes pour lesquelles les gens, les femmes se reconnaissent ou sont très OK sur le fait de parler de violence conjugale, c'est les violences physiques. Ça, maintenant, c'est communément admis que malheureusement, recevoir des coups, c'est la violence conjugale. Mais par contre, il y a plein de choses qui ne sont pas identifiées. Donc, je vous ai amené le violentomètre. Alors, oui, alors ça, c'est super important. C'est quoi exactement? Alors, ça ressemble à une règle comme un double décimètre avec des cases, avec des couleurs qui va du vert, ça va du vert au rouge, et qui donne des exemples pour se repérer sur qu'est-ce qui est de la violence conjugale ou non. Là, excusez-moi, là, vous l'avez entre les mains. On peut le trouver si jamais on a des doutes. En ligne, vous allez le trouver en ligne. Vous mettez violentomètre sur un moteur de recherche quelconque. Vous allez le trouver en PDF. Et si, admettons, vous travaillez même dans une structure, une association, même une entreprise, vous pouvez l'imprimer et l'afficher. Je vous donne un petit exemple. Dans la couleur verte, il marque « Profite ta relation SN quand la personne a confiance en toi ». Dans la couleur orange, attention, dis stop, il y a de la violence quand la personne est jaloux en permanence. Et jusqu'en rouge, protège-toi, demande de l'aide, tu es en danger quand la personne te pousse, te tire, te gifle, te secoue et te frappe. Oui, donc en fait, il y a des exemples très concrets. Oui, c'est ça. Et c'est un outil de prévention, donc pour mesurer l'état de la relation amoureuse, c'est ça, oui. et savoir si, oui ou non, il y a des violences conjugales. Parce qu'on citait hors antenne la petite remarque sur avec d'autres en société, voilà, ta robe pas terrible. Ou une petite remarque comme ça, parce que bon, c'est un outil, alors c'est pas l'alpha et l'oméga, mais c'est toujours intéressant d'aller voir dessus. Mais par exemple, sur la phrase « il se moque de toi en public ». Oui. Et je sais que la plupart de mes patientes, elles ne réagiraient pas. Et je leur dis toujours, alors déjà, fais confiance à ton ressenti. Qu'est-ce que tu ressens à l'instant T? Est-ce que pour toi, c'était violent ou c'était pas violent? Une même phrase, dis donc, devant tout le monde, dis donc, ta robe, elle est moche. Il faut réfléchir à qu'est-ce que tu ressens et quelle était son intention derrière. Est-ce que réellement il trouvait que la robe était moche et c'était une phrase parmi tant d'autres ou alors vraiment c'était maladroit. Donc c'est vraiment important et de reprendre ça avec le conjoint après dans un second temps. Si après on lui dit écoute, tout à l'heure tu m'as blessée quand tu m'as dit que ma robe était moche devant tout le monde, si le conjoint dit écoute, je suis désolée vraiment, je la trouve moche, je suis désolée, je voulais pas te faire de mal, c'est ok, surtout si elle recommence pas parce qu'il a entendu que la personne a été blessée. Ce qui est gênant, c'est quand on ne se sent pas de reprendre les choses à froid. C'est qu'on est déjà en train d'appréhender peut-être une crise. Et ça, c'est pas terrible. Et c'est pas facile non plus de dire ce qu'on ressent. Ah oui, mais alors ça, je pense qu'on devrait apprendre à l'école à dire ce qu'on ressent. Peut-être un autre outil, la roue des émotions, on peut la trouver en ligne, pareil sur un moteur de recherche, si on veut s'entraîner à mettre des mots sur ce qu'on ressent au quotidien. Et vous dites que c'est vraiment un entraînement, c'est-à-dire que j'imagine que vous apprenez à vos patients à dire, voilà, qu'est-ce que vous ressentez lorsqu'il y a telle situation. Mais bien sûr. Et je leur donne une roue des émotions pour les aider, pour trouver du vocabulaire, pour illustrer ce qu'ils ressentent. C'est très compliqué. Vous prenez n'importe qui dans la rue, vous lui demandez qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui. La personne va peut-être vous donner 1 ou 2 mots. Et encore, c'est déjà beaucoup. Mais il ne va pas être dans la complexité. On a beaucoup de vocabulaire, c'est important de le prendre en considération. Mais le rapport aux émotions dans notre société, il est quand même encore tabou. À la rigueur, les émotions positives, c'est OK. Oui. Les émotions plus négatives, plus difficiles, plus complexes, ça, c'est très compliqué d'accès. Ah oui, c'est là où ça devient difficile. C'est quand c'est du négatif. Ouais. Ben oui, parce que déjà, le dire, c'est déjà le reconnaître. Et puis une fois qu'on le dit, il y a quelque chose d'un peu implicite de il faut passer à l'action. Ouais. Mais ce qui est dur, c'est de trouver les mots, parce que c'est fait de nuances, tout ça. Oui, c'est pour ça que sur Internet, plus il y aura du vocabulaire pour être aidé. Et souvent, ces roues des émotions, elles sont aussi avec des couleurs. On peut s'aider des couleurs, de se dire, à l'intérieur, je me ressens comment? Je me ressens plutôt rouge, je me ressens plutôt vert, je me ressens plutôt bleu. Je me ressens comment? Et voir un petit peu si les mots qui sont proposés peuvent correspondre. C'est comme du sport. Hein. Honnêtement, c'est comme le sport. On en fait une première fois, on trouve ça bizarre. Et puis, plus on en fait, plus on voit l'intérêt de le faire. Travailler avec ses émotions, c'est pareil, c'est comme du sport. Plus on va se connecter à ses émotions, mieux on va les identifier, mieux on va vivre avec. Et vous disiez aussi, toujours hors antenne, que si jamais ça n'aboutit pas, c'est-à-dire que si la personne, elle n'est pas satisfaite de sa situation au final, pour un tas de raisons dont on va parler après, au moins elle aura travaillé sur elle-même. Exactement. Ouais. Moi, j'encourage vraiment d'être accompagnée parce que de toute façon, ce qui est important à l'instant T, j'ai envie de dire,
que l'on pose ou pas l'étiquette de violence conjugale, ça témoigne en tout cas d'un mal-être dans la relation. Et on a tout intérêt à être accompagné pour retravailler ce mal-être. Est-ce qu'il est lié à des choses aussi qui peuvent se rejouer dans l'enfance, ou est-ce qu'il y a des choses dans la relation à remanier? Mais de toute façon, on a tout intérêt à retravailler la relation et d'être accompagné pour ça, pour ne pas être non plus complètement... des fois, on est peut-être un peu trop influencé par des fois l'entourage qui dirait « Ah mais non, mais il t'a dit ça, c'est inacceptable, faut que tu partes ». Il y a des espèces de jugements à l'emporte-pièce. C'est pas si simple que ça, en fait. On ne part pas comme ça pour une phrase de travers. C'est pas comme ça que ça se joue. Et ce qu'on risque à l'instant T, c'est de se refermer et de ne plus aller pouvoir parler ouvertement à une amie en se disant « non, je vais être jugée ». Du coup, je dis plus rien. Et du coup, soi-même, on s'isole. Ah oui, donc ça fait l'huître, en fait. Voilà. Oui. Il y a une espèce de phénomène qui se passe à ce moment-là. Est-ce que les hommes peuvent être victimes de violences conjugales? Oui. Alors, évidemment, il y en a beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Après, on est dans une société où pour un homme, se reconnaître comme victime de violences conjugales, c'est très compliqué. Et pour avoir accompagné, si je devais faire, on va dire que j'ai accompagné peut-être 1500 personnes, je suis en train de réfléchir à... alors, je ne peux même pas vous dire combien j'ai accompagné de femmes qui ont été victimes de violences, c'est en centaines. Et si je devais compter le nombre d'hommes qui sont venus consulter pour des violences conjugales, c'est pas compliqué, j'en ai un. Et il n'est pas venu tout seul, il est venu parce qu'il a été envoyé par la protection de l'enfance. Parce que c'est sa sœur qui a donné l'alerte et la protection de l'enfance a protégé ses enfants et les a placés dans un foyer. Et c'est à cette condition du fait qu'il devait travailler sur lui, le fait d'être victime de violences conjugales, qu'on allait, entre guillemets, lui rendre ses enfants. Sinon, clairement, il ne serait pas venu. Il y avait un enjeu. Donc, d'où la difficulté de se reconnaître aussi en tant qu'homme, en tant que victime de violences conjugales. Parce qu'il y a le côté un petit peu de se dire, oui, mais moi, je suis un homme, je peux me défendre. Mais évidemment qu'un homme peut avoir le dessus physique sur une femme. Voilà, c'est ça. On ne va pas mettre en place le même système de violence. En fait, ça ne résout pas la situation. Et en fait, on oublie toujours que c'est un système d'emprise, les violences conjugales. Et en fait, ce n'est pas une histoire de force physique, c'est une question d'emprise. Et donc, la force physique n'entre absolument pas en question dans ces enjeux-là. Oui, effectivement. On a aussi les enfants qui sont... On peut en parler des enfants. Oui, et on en parle de plus en plus et heureusement que maintenant, enfin, les enfants sont reconnus comme co-victimes de la violence conjugale. On a cru pendant longtemps que les enfants, finalement, c'était annexe. On entendait beaucoup des phrases du type « Oui, mais il n'a jamais levé la main sur les enfants ». Ce serait elle aussi, on peut inverser. Mais c'est pas vrai. Les enfants subissent aussi. Un enfant qui entend sa mère être frappée, il ne faut pas croire qu'il dorme. C'est pas vrai. Les enfants ne dorment pas dans ces moments-là. Alors justement, je vous coupe un instant. On va avoir notre pause musicale et on va entendre le chanteur Grégoire qui a fait une très belle chanson en hommage aux femmes victimes de violences conjugales. Et l'intitulé de sa chanson, c'est « Dis-moi maman, est-ce que ça va ?» Dis-moi que tout ça ne finira pas ensemble. Tu ne t'arrêteras pas pour descendre. J'ai tellement envie de l'entendre. M'aventurer sans toi, me dépêcher sans toi. Mes mains ballantes, ça sert à quoi? Ça sert à rien sans toi. Ça fait pas du bien sans toi. Marches errantes, ici ou là. Allez, dis-moi que tout ça ne finira pas ensemble. Tu ne t'arrêteras pas pour descendre. J'ai tellement envie de l'entendre. Passer l'hiver sans toi, c'est un calvaire sans toi. Quand tu t'absentes, il fait si froid, il fait si rien sans toi. Les mêmes matins sans toi. Vie insolente, vie de pourquoi. Allez, dis-moi que tout ça ne finira pas ensemble. Tu ne t'arrêteras pas pour descendre. J'ai tellement envie de l'entendre. Allez, dis-moi que j'aurai toujours tes bras pour m'attendre.
et que tu rendras ma vie folle et tendre. J'ai tellement envie de l'entendre. Toucher le sable sans toi, indispensable toi. Ni vide ou pente, plus de dégâts, juste ta main, ta voix sur mon chemin de croix. Si ça te tente, si tu y crois, alors dis-moi que tout ça ne finira pas en cendres. Tu ne t'arrêteras pas pour descendre. J'ai tellement envie de l'entendre. Allez, dis-moi que j'aurai toujours tes bras pour m'attendre et que tu rendras ma vie folle et tendre. J'ai tellement envie de l'entendre. Allez, dis-moi que j'aurai toujours tes bras pour m'attendre et que tu rendras ma vie folle et tendre. J'ai tellement envie, envie, envie de l'entendre. Oh, dis-le-moi. Vous êtes bien dans l'émission Vie de famille et nous sommes avec la psychologue Manuela Braud. Nous évoquons le sujet si délicat des violences conjugales. J'aurais aimé, Manuela, qu'on revienne sur un phénomène qu'on voit pas mal chez les jeunes, un phénomène horrible qui s'appelle le revenge porn. Qu'est-ce que c'est ça ? Oui, alors effectivement, j'en ai des échos de plus en plus. Alors beaucoup, j'ai envie de dire, chez des couples un peu jeunes, c'est en fait souvent, c'est malheureusement, désolé, hein, souvent des garçons qui en fait sont pas très contents d'avoir été quittés et menacent leur copine d'aller mettre sur Internet des photos d'elle qu'elle a pu lui envoyer un peu dénudées, voire franchement dénudées, à un moment évidemment où leur relation était au beau fixe. Donc ça c'est du chantage. Oui. Là-dessus, je pense qu'il faut être très très clair, c'est condamné par la loi et qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'autre solution possible qu'il faut aller tout de suite au commissariat de police pour porter plainte. Je l'ai encore fait pour une de mes patientes il y a quelques temps. Ça a été très simple. Elle me disait, oui, mais c'est pire si je vais à la police, il va avoir envie de le faire encore plus. Oui, mais à l'instant T, je suis désolée, mais ils sont quand même pas très courageux. Et que qu'est-ce qui s'est passé ? Elle est allée à la police l'a contacté de suite, lui a fait un rappel à la loi par téléphone en lui disant que si ils avaient écho qu'ils faisaient quoi que ce soit, ça irait beaucoup plus loin et que ce serait pas très bon pour lui. Ah oui, ils ont réussi à contacter. Tout de suite. Maintenant, c'est la procédure. Ils contactent tout de suite. Et ça s'est évidemment calmé. Si on attend de se dire, je réponds au chantage par peur que ce soit pire, c'est là que ça va être pire. Parce que du coup, on donne à l'autre un pouvoir. Et le jeune homme s'est calmé très rapidement. Et je suis persuadée qu'il n'en fera rien. Donc, il faut remettre le cadre tout de suite. C'est condamné par la loi. Maintenant, ils ont des procédures et il faut vraiment y aller. Ouais. Bon, ça, c'est bien de le rappeler et qu'au moins... On soit au courant. Alors, je voulais savoir, qu'est-ce qui empêche en fait les victimes de violences conjugales de faire des démarches, d'être pris en charge ? Alors, peut-être la première chose, c'est l'isolement. Je remarque que les personnes qui viennent me voir, et c'est ça qui est un peu triste, c'est qu'elles viennent rarement me voir pendant la violence conjugale. Souvent, elles viennent me voir après, quand elles ont réussi à partir et qu'elles prennent conscience de l'ampleur des dégâts. Ah oui. C'est-à-dire qu'à l'instant T, parce qu'en fait, venir me voir, elles savent très bien ce qu'on va leur envoyer, ces personnes. C'est qu'il faut partir, qu'il n'y a pas d'autre solution, etc. Sauf qu'à l'instant T, souvent, elles ne sont pas prêtes. Je pense à un livre qui s'appelle « Pourquoi je suis restée », qui m'a été évoqué plusieurs fois par des patientes, qui détricote un petit peu le processus de pourquoi est-ce qu'on reste aussi longtemps avec l'idée de « on veut sauver l'autre », parce qu'on pense qu'on est la meilleure personne pour l'aider, parce qu'en plus, l'autre inverse la culpabilité. Et ça, on n'en a pas encore parlé, mais on a souvent des témoignages comme ça de femmes qui disent « Oui, mais je me suis énervée parce que c'est toi qui me pousse à bout. »
Donc l'inversion de la culpabilité amène aussi les femmes à se positionner en tant que sauveuses, à dire mais si c'est moi, si j'ai une forme de responsabilité, ça veut dire que si je me mets en hyper-adaptation, en hyper-vigilance, je vais pouvoir éviter la crise, je vais pouvoir éviter la violence. Mais justement, l'hyper-adaptation, ça c'est quelque chose dont vous aviez parlé là aussi hors antenne. C'est après la crise, c'est ça? En fait, oui, c'est une fois que la crise est passée, c'est quand c'est censé être apaisé. Et finalement, pour les personnes victimes, ça retombe jamais vraiment. Parce qu'on est dans l'attente de à quand la prochaine crise. La peur, en fait. La peur, effectivement. Et donc de se dire, si j'ai une attitude parfaite, peut-être que la crise n'arrivera pas. Alors, je le dis tout de suite, la crise arrivera. Parce que si la crise est arrivée et que c'est un système, la crise réarrivera. Et qu'en fait, peu importe ce qu'on met en place, ça arrivera de nouveau. Et donc, vous voyez, le cercle de la culpabilité. Donc en fait, c'est comme si la victime, elle jouait un rôle, en fait. Elle se contrôle. Elle se contrôle, c'est ça la suradaptation. Voilà, elle essaye de contrôler ses faits et gestes, ses mots, même sa manière de respirer. J'ai souvent des femmes qui me témoignent que voilà, s'il y a un moment, il y a quelque chose qui les agace et qu'elles se mettent à souffler, souffler, ça peut entraîner une crise. Ah oui, en effet. Donc c'est même dans la respiration, c'est tout contrôlé. Sauf qu'on ne vit pas quand on contrôle tout. Donc c'est... Exactement. Et puis en même temps, vous dites partir ou pas partir, on ne peut pas juger. C'est vous qui m'avez dit ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, c'est important de ne pas juger parce que ces femmes-là, elles ne sont pas parties à l'instant T, certainement parce qu'elles ne sont pas prêtes. On pourrait aussi parler de la reproduction des schémas familiales. Moi, toutes les femmes qui sont venues travailler, c'est terrible, mais elles avaient toutes des antécédents de schémas de violence familiale, intrafamiliale ou des schémas avant. C'est-à-dire qu'elles sont elles-mêmes dans des systèmes où elles sont repérées par leur proie. Ça, c'est un autre livre qu'on pourrait citer. Une BD qui s'appelle « Tant pis pour l'amour », qui détricote extrêmement bien le pourquoi est-ce que ces femmes sont repérées. Alors qu'elles me disent « Oui, mais je n'osais pas venir vous voir parce que quand même, j'ai eu 3 conjoints violents. On m'a dit « Mais c'est pas possible, tu les cherches, tu le fais vraiment exprès. » Alors qu'en fait, c'est l'inverse. C'est parce qu'en fait, elles ont été elles-mêmes victimes, qu'elles ont un seuil de tolérance qui est bien plus fort que quelqu'un qui n'a pas été victime. Et de deux, comme en fait, elles sont senties comme proies, elles sont senties comme personnes vulnérables aux violences. Et c'est pas elles qui les cherchent, c'est eux qui les trouvent en fait. Et donc la BD détricote bien comment en fait les failles de ces femmes-là, le fait qu'elles ont déjà été victimes de violences, c'est repéré en face par la personne. Et la personne à l'instant T donne l'illusion qu'elle vient combler ces failles. En étant soi-disant la personne parfaite, je te comprends, je vais te soigner grâce à moi, en rentrant dans une fusion relationnelle. Et une fois que les personnes sont dans les failles, elles les éclatent de l'intérieur. Et là, ça fait des dégâts. Et les personnes sont complètement désarmées, comme elles étaient dans des relations fusionnelles, elles se retrouvent emprisonnées et très isolées. Oui. Et pour revenir à la notion de partir ou pas partir, il y a des histoires de départ raté aussi. Effectivement. Et je pense, alors ça, c'est pareil, c'est des choses qui peuvent faire un peu réagir, mais il vaut mieux partir au bon moment plutôt que de partir dans de mauvaises conditions. Parce que sinon, on va s'envoyer un message de finalement, même partir, c'est pire. Alors qu'en fait, non, partir, c'est pas pire. Quand on est décidé à partir et qu'on sait que ça ne pourra pas être autrement, il faut partir dans de bonnes conditions. Ça veut dire être accompagné. Vraiment, les associations qui peuvent aussi proposer un éloignement géographique, elles font les choses bien et elles vous diront elles-mêmes, on ne part pas comme ça au pied levé, on prépare un départ. Et ce qui permet aussi de se préparer psychiquement. On ne se prépare pas comme ça en 2 secondes à quitter sa ville et d'aller à l'autre bout de la France. Donc c'est important de le repréparer pour pas intégrer le fait que on est parti, finalement c'était pire. Non. Oui. Déjà, il faut accepter de partir et puis il faut s'organiser. C'est aussi des femmes qui sont aussi parfois en situation de précarité économique et donc c'est pas si simple que ça. Vous disiez quand même qu'il y avait des histoires qui se terminaient bien. Parfois, ça peut arriver. Oui, aussi. Effectivement, j'aime beaucoup raconter cette histoire parce que c'est quand même important aussi de dire que c'est pas parce qu'on a un conjoint, c'est pas parce qu'il y a eu une fois une scène de violence conjugale que la violence va, que l'histoire est condamnée à être terminée et qu'il y a une reproduction. Par contre, si on ne fait rien,
clairement, la violence va revenir. Mais donc, effectivement, j'aime beaucoup raconter cette histoire de ce patient qui est venu me voir. Il est venu me voir avec une grande conscience de la situation. Et c'est peut-être là le point clé qui a fait que ça a fonctionné. Il est arrivé en me disant, voilà, j'ai levé la main sur ma femme, je suis complètement lucide, je sais d'où ça vient, je sais que petit, il y avait de la violence intrafamiliale, je m'en veux énormément, c'est ma femme qui m'avait dit de venir, mais j'ai besoin qu'on m'aide. Il a demandé de l'aide. Et en fait, en retravaillant tout ça, en mettant à jour le système de reproduction, en détricotant tout ça, en retravaillant le fait aussi que son père n'avait pas trouvé d'autre solution que l'accès facile à cette violence. En fait, à l'instant T, quand il s'est retrouvé débordé, il a utilisé la même solution complètement toxique qu'avait utilisé son père. Oui. Et une fois qu'on a travaillé là-dessus, j'ai pu le faire travailler avec son enfant intérieur, alors avec de la doudou-thérapie. Je fais travailler avec la peluche qui symbolise, lui, son enfant intérieur, l'enfant qu'il était petit. Et en fait, quand il est venu consoler cet enfant, il a pu venir en protecteur et rassurer cet enfant. Et du coup, après, la violence s'est calmée. Oui. Et j'ai vraiment eu la validation un an après. J'ai eu un mail de sa femme qui m'a dit merci, voilà. Vraiment, la violence, c'était arrêté parce qu'il avait travaillé sur lui. Donc oui, c'est possible. C'est possible, oui. Alors évidemment, on ne peut pas tout dire. L'émission commence à toucher à sa fin. En tout cas, les aides. Alors déjà, dire que toutes ces violences sont punies par la loi. Il y a des numéros d'écoute, d'information et d'orientation, notamment le 3919 qui est un appel gratuit. Il y a des numéros d'appel d'urgence, bien sûr le 17, le 112 ou alors le 114 par SMS parce que parfois elles ne peuvent pas forcément parler. Et puis des associations d'aide aux victimes. On cite France Victimes, mais il y en a d'autres. Voilà. Donc, grâce à vous, Manuela, nous avons pu entrer dans les coulisses de ce qui se dit dans de nombreux cabinets de thérapeutes. Votre expérience et votre témoignage nous ont permis de mieux comprendre les violences conjugales et de nous rendre compte de la complexité du sujet. Rien n'est simple dans les solutions à trouver. C'est pourquoi les violences conjugales oscillent souvent entre espoir et désespoir. Alors que ces violences isolent les personnes qui en sont victimes et que tout est compliqué pour elles, il est urgent d'oser appeler à l'aide les professionnels dédiés pour avoir l'espoir de s'en sortir un jour. Un grand merci à vous, Manuela. Merci. D'avoir été une nouvelle fois notre invitée. Vous pourrez retrouver l'émission sur toutes les plateformes de podcast. Chers auditeurs, merci pour votre attention. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Vie de famille. C'était Vie de famille.